Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la troisième étape de la Vuelta Femina 2023. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette journée. Ça a été très animé vu que c'était jour de bordure, même si on n'a pas pu tout voir. Merci Eurosport. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pourrez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Si vous avez les moyens, seulement si vous avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks. EPS 2.0 aussi sur toutes les plateformes de podcast, Deezer, Amazon, Spotify, Google également, et puis TikTok également pour les débriefs, notamment du prochain Giro. Il y aura du contenu sur TikTok, vous inquiétez pas, là en ce moment je suis en train de travailler le Giro, donc il y a une semaine un petit peu avec moins de TikTok, mais après ça va être sacrément animé sur TikTok. On commence tout de suite avec cette étape. Donc comme je disais, ça a été une journée de bordure, journée très venteuse, voilà, avec un coup de la Movistar à 90 km de l'arrivée. C'est l'équipe de Van Vleuten qui a tout déclenché et ça a mis des filles en grande difficulté. Je pense à Gaia Realini qui est celle qui, je pense, a perdu le plus de temps aujourd'hui, mais Evita Music également. Et puis il y a même des filles qui ont fini très loin. À la fin de cette étape, on a des filles qui ont fini à 17 minutes, ce qui est vraiment énorme. Et c'est vraiment, ça a été très compliqué. Bon, par contre, pour savoir ce qui se passait sur cette étape, fallait suivre tout ça sur Pro Cycling Stats, parce que Eurosport et les organisateurs étaient aux fraises aujourd'hui. Donc ça a commencé par un coup de bordure à 90 km de l'arrivée où il y a une cinquantaine de filles qui se sont retrouvées en tête de course. À 60 bornes de l'arrivée, il y a un deuxième coup de bordure, c'est-à-dire que c'est reparti une deuxième fois. Là, elle n'était plus que 30 à l'avant de la course. Notamment sur le deuxième coup de bordure, on a perdu Persico, on a perdu, je pense que c'est à ce moment-là qu'on a perdu Evita Music, parce que Evita Music n'était pas sur Pro Cycling Stats. Donc vu qu'elle était dans ce groupe-là, je pense que c'est sur le deuxième coup de bordure qu'elle a craqué Evita Music, avec notamment Jetteville et la concurrente néerlandaise de FDJ Suez, j'ai oublié son nom. Et puis pendant une quarantaine de kilomètres, 50 km, ça s'est passé comme ça. Et puis, on a eu le sprint intermédiaire remporté par Marianne Vos. Et à 20 km de l'arrivée, on avait un virage sur la droite assez prononcé. Le vent, de nouveau, a changé de sens. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un dernier coup de bordure. Notamment, ça a coûté la place dans le peloton de Simone Boilard, la Canadienne, de Saint-Michel-Mavic-Aubert 93, de Coralie Demey et de 5-6 filles, donc ce qui fait qu'on a fini avec un petit peloton de 30 concurrentes, alors qu'elles étaient un petit peu plus. Il y a la championne du Portugal aussi qui est tombée à ce moment-là. Voilà, il y a quelques filles qui se sont fait décrocher, mais surtout Simone Boilard qui était dans le premier groupe. Et ça, c'est dommage parce qu'elles avaient fait vraiment du très bon boulot jusqu'à ce moment-là. Bon, c'est le moment coup de gueule. J'ai l'impression que tous les soirs, il va y avoir un moment coup de gueule. C'est le cyclisme féminin, c'est comme ça. Il y a plein de choses qui m'énervent. Eurosport. Alors, ça va, c'est un coup de gueule qui va se nommer Eurosport. Mais vous allez voir, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Hier, vous avez un grand consultant, David Moncoutier, qui dit « La journée va être très venteuse, on va avoir des coups de bordure demain ». David Moncoutier le sait, donc c'est-à-dire que d'autres personnes peuvent le découvrir. Moi, je ne vous l'ai pas dit à la présentation de l'étape parce que je ne regarde pas la météo. Pour la présentation de l'étape, c'est une présentation rapide de l'étape. Je ne regarde pas la météo tout simplement pour essayer de faire la vidéo le plus vite possible et qu'elle soit en ligne en temps et en heure, ce qui est parfois un petit peu compliqué. Donc, David Moncoutier le dit à la fin du direct hier qu'il va y avoir du vent. Pourquoi l'organisateur, en sachant qu'il allait avoir un vent fort, ne s'est pas dit « Tiens, comme sur Paris-Roubaix une année, on va décaler l'heure de départ ». Comme on sait qu'on va avoir la diffusion de 15h30 à 17h. S'il y a du vent de dos, on sait très bien que ça va faire accélérer le rythme des coureuses. Et ça a été le cas aujourd'hui, alors avec des proportions très élevées, parce qu'on a une journée à 45,6 km/h. Je dis toujours avec le cyclisme féminin, si vous voulez faire un comparo avec les garçons, vous augmentez la vitesse de 5 à 6 km/h. C'est-à-dire qu'on était à peu près à 51. Voilà, chez les garçons, on aurait eu une journée à 51 de moyenne.
Donc c'est vraiment énorme. On est arrivé 3/4 d'heure avant l'horaire indiqué. Mais ça, c'était prévisible déjà hier que ça allait, pourquoi pas, dynamiter sur la dernière partie de course. Je ne comprends pas pourquoi l'organisateur s'est pas dit, tiens, si on décalait l'horaire d'arrivée, si on décalait l'horaire de départ. C'est-à-dire, en plus, on est au mois de mai, donc imaginons que le vent n'aurait pas été aussi fort qu'il ne se serait rien passé. On peut arriver à 17h30 au lieu de 17h. Et puis ça va pas faire non plus trop chier les diffuseurs de course, vu que c'est Eurosport, ils peuvent quand même se débrouiller pour décaler leur grille de 5-10 minutes. Sauf que non, c'est pas ce qui s'est passé, on a pris la même heure de départ. Eurosport ne s'est pas dit aussi, quand ils ont vu que ça a commencé à dégoupiller, tiens, on va prendre l'antenne un quart d'heure avant par exemple. Parce que pour tout vous dire, moi j'ai mis Eurosport à ce moment-là, il diffusait un programme sur les favoris du prochain Giro. C'est vrai que ça aurait pas pu être foutu à un autre moment. Mais peut-être qu'à ce moment-là, il n'y avait pas les images. Peut-être que les organisateurs ne diffusaient pas les images. Ça aussi, hein. Mais par contre, quand on nous cale 2 pages de pub en 25 km de course, là pour moi c'est une erreur de la part d'Eurosport. Et ça m'a bien énervé, puisque déjà Eurosport, je rappelle, est une chaîne payante. Ça coûte déjà assez cher, Eurosport. En plus, rajouter des pubs, c'est assez fantastique. Et je comprends les gens qui prennent JCN, hein, totalement. Parce que oui, c'est plus pratique. Voilà, hein, tout simplement, vous n'avez pas les pubs, vous avez le contenu quand vous voulez, mais moi ça m'énerve de passer en dehors des chaînes de télé. Voilà, parce que GCN, il n'y a pas besoin de beaucoup de personnes pour que ça fonctionne, alors qu'une chaîne de télé, il y a besoin du monde. Je trouve que ça, voilà, ces plateformes-là ont tendance à supprimer des emplois, et donc ça m'énerve un petit peu à chaque fois. C'est pour ça que je les utilise pas. J'utilise pas Netflix, j'utilise pas. Voilà. Je suis un vieux con dans ma tête, mais voilà, ça m'énerve. Mais sauf que quand on me cale 2 pages de pub en 25 bornes, en même pas 25 bornes, hein, je te dis les 2 pages de pub, ça devait être en 10 km. Ça tendance à m'énerver, surtout que c'était pas seulement 2 pages de pub, et ils ont eu la bonne idée de mettre leur programme, une sorte d'intersketch, je sais pas comment on peut appeler ça. Vous savez, les programmes Watts, là, avant c'était Watts Sport, c'est avec les meilleures chutes dans le peloton, hein, ce qui est bien pourri à chaque fois, et donc ils ont mis ça sur les 2 pubs en plus. Donc c'est bien pour avoir des séquences de pub qui durent 4 minutes au lieu de 2. C'est bien pour niquer. Donc ce qui fait qu'en termes de kilométrage, on a dû voir, allez, 18 km de course. Comment veux-tu donner envie aux gens de regarder du cyclisme féminin quand tu ne diffuses que 18 km de course? Voilà, en réalité. Avec des gens en plus qui, je pense, ne connaissent pas trop le cyclisme féminin. Alors David Moncoutier qui ne connaisse pas trop le cyclisme féminin, bon, il connaît au moins les routes espagnoles. Mais j'ai l'impression que le journaliste s'y connaît pas énormément en cyclisme féminin. Ça, c'est un peu plus... il connaît la base, mais pas beaucoup plus. Ça, je trouve que c'est un peu plus problématique. On aurait peut-être pu leur ajouter une personne, je sais pas, Audrey Cordon-Rago ou quelqu'un d'autre, pour les aider, parce qu'on est sur un grand tour et je trouve qu'on est un peu limite au niveau des commentaires. Bon, voilà, c'était mon coup de colère sur Eurosport. On regarde tout de suite les coureuses au top. Attaque de Marlou! Première coureuse au top du jour, c'est Marianne Vos. Autant hier, moi j'avais dit que c'était quand même une énorme erreur de s'arrêter dans son sprint face à Charlotte Cole. Autant aujourd'hui, elle n'a pas fait la même erreur, c'est-à-dire qu'elle a bien profité de l'aspiration de Charlotte Cole, et puis une fois qu'elle dégage, c'est bon, quoi. Elle est impressionnante. Et c'est une belle victoire parce qu'elle ne s'est pas vraiment servi de son train. Aujourd'hui, Marianne Vos, elle a surtout profité du travail de la DSM. La DSM a vraiment contrôlé les 3-4 derniers kilomètres pour Charlotte Cole. Et donc quand on gagne de cette manière, qu'on arrive à devancer son adversaire qui pourtant on a roulé bien toute la journée, ça fait toujours plaisir, hein, on va dire, du côté de la Jumbo-Visma. Et c'est plutôt une belle réussite parce que maillot de leader qui est en plus conforté parce qu'elle se retrouve avec 13 secondes d'avance sur Chloé Digert. Plus derrière, vous avez une belle victoire d'étape. Désormais, elle a gagné sur les 3. Je ne sais pas si elle avait déjà gagné sur la Vuelta, mais je ne suis pas sûr. Marianne Vos, une nouvelle victoire dans sa carrière. En Marianne Vos, ça doit être 150. Je ne sais plus le chiffre exact. Je pense que ça va mettre du temps à s'afficher. Bien entendu, ma connexion internet est en PLS parce que je suis en train d'uploader en même temps une vidéo. La vidéo départ fictif, voilà, est en train d'être uploadée en ce moment et elle est très longue, elle dure 1 heure, donc c'est un petit peu compliqué de l'uploader. 247. Je savais qu'il y avait quasiment un 50 sur la fin, mais 247 victoires.
dans sa carrière, hein, c'est phénoménal. Marianne Vos, elle a commencé en 2006. Là, son contrat se termine en 2025. Et puis, ça fait du bien à son équipe parce que pour l'instant, la Jumbo avait pas gagné avant cette Vuelta. Donc, 2 victoires sur la Vuelta, c'est vraiment un bon résultat. Ils n'avaient pas fait un grand début de saison, hein, c'est vrai, Jumbo. Parce que c'est quand même une équipe, si t'enlèves un peu Marianne Vos, c'est quand même une équipe qui est dépendante un petit peu de Marianne Vos au niveau de cet effectif. Alors, tu as Corinne Labecchi, anciennement Corinne Riviera. T'as Marianne Vos et Anna Anderson, mais il n'y a pas. Voilà, sinon, ce sont des jeunes concurrentes. Hein. T'as Noémie Rueg également, qui va être, je pense, le futur du cyclisme féminin. Mais voilà, dans cet effectif de 16 coureuses, t'as quand même des filles qui sont un peu plus âgées dans cette formation de la Jumbo Visma féminine. Et puis Réjeanne Marcus également, faut pas négliger Réjeanne Marcus, mais vraiment Marianne Vos, elle a fait du très bon boulot aujourd'hui et ça a été une très très bonne journée. Donc vraiment très très bien joué pour Marianne Vos. Je continue avec une deuxième fille au top, c'est Clara Copponi. Autant hier j'avais dit que j'étais déçu par Clara Copponi parce que je pense qu'ils sont un peu enfermés, qu'elle lance son sprint de très loin. Autant aujourd'hui je trouve qu'elle a fait vraiment un très bon sprint, c'est-à-dire qu'elle lance vraiment au bon moment. C'est juste que les 3 filles devant elle, elles sont plus fortes. Et même à un moment, elle est devant Chloé Digert, mais Chloé Digert la remonte sur la fin. Mais elle prend vraiment les bonnes roues. Voilà, elle fait vraiment son sprint au bon moment, mais elle est tombée vraiment sur plus forte qu'elle. Ouais, c'est une belle place. Sur la 4e, c'est plus ce à quoi je m'attendais de Clara Copponi, parce qu'on connaît les qualités de cette jeune femme, hein, 24 ans. On sait ses qualités de sprinteuse. Et là, en plus, c'était pas facile pour elle, parce que Evita Music étant dans le groupe à 1 minute, elle a dû faire un peu seule. Hein. Il n'y avait que Gladys Verhulst qui était avec elle. Et les deux ont fait plutôt du bon travail, c'est-à-dire Gladys Verhulst a mangé du vent pendant 1,5 km, 2 km sur le côté, hein, elle était côté droit de la route pour la remonter, et puis après elle a assez débrouillé pour prendre les bonnes roues, et elle a pris les bonnes roues, et bon après il manque juste un peu de puissance. Mais pour une sprinteuse, c'est pas forcément un grand gabarit, parce que par rapport à Marianne Vos, si on prend les 3 filles qui y a devant, Chloé Digert, je crois qu'elle fait 1m76. Marianne Vos a fait 1m68, donc elle fait 3 kg de plus. Voilà, hein, tout simplement. Charlotte Cole, j'ai pas sa taille, mais je pense qu'elle est un peu plus grande et un peu plus costaud aussi. Et Chloé Digert, c'est 66 kg pour 1,76. Donc c'est des plus gros gabarits. Donc voilà, si elle prend encore un petit peu de masse musculaire, Clara Copponi pourra vraiment être une super sprinteuse. C'est déjà une très forte sprinteuse, et là elle a fait vraiment du bon boulot, Clara Copponi, qui est en dernière année de contrat du côté de la FDJ Suez. Donc, si ça intéresse également d'autres équipes françaises ou d'autres équipes tout court, d'avoir Clara Copponi. Mais bon, je pense que la FDJ Suez devrait renouveler sa confiance, parce que c'est quand même une fille qui a un gros potentiel d'aller chercher des courses, je pense, Clara Copponi. Et puis, troisième fille au top, Chloé Digert. Bah voilà, hein, 3 jours de course qui a fait vraiment du bon boulot. Encore une fois, c'est une fille qui revient de très loin, Chloé Digert, qui est vraiment, qui je pense doit être, a envie de courir, a envie de tout donner. Demain, pourquoi pas Chloé Digert avec un sprint peut-être en faux plat descendant, c'est une fille qui peut peut-être faire quelque chose d'intéressant, parce que demain, sur la dernière partie de course, on est vraiment en descente, et ça peut vraiment aider Chloé Digert, mais ça fait du bien, vraiment du bien de la revoir, parce que son accident était quand même assez effroyable, parce que, alors je ne savais pas, mais entre-temps, elle a eu aussi une opération pour arythmie cardiaque. Elle a enchaîné les soucis, et c'est une fille qui avait un super potentiel. Et c'est dommage, parce que quand elle a commencé à avoir les problèmes, c'est quand elle a rejoint une équipe World Tour, parce que pendant très longtemps elle était dans une équipe, dans des équipes américaines, mais pas forcément de haut niveau, parce qu'elle se concentrait surtout sur les courses aux États-Unis. Et c'est quand elle a rejoint la Canyon qu'elle a eu tous les problèmes, donc là elle peut enfin exprimer son talent. Et je pense que ça doit lui faire plaisir aussi, parce que la Canyon l'a payé alors qu'il n'y avait pas forcément de grands résultats, lui a renouvelé sa confiance alors qu'il n'y avait pas vraiment de grands résultats, donc ça doit faire chaud au cœur aussi, quand tu peux prouver à ton employeur qu'il a une fille qui a du talent. Et, ça doit être très satisfaisant
pour elle parce que c'est vraiment une fille qui a un énorme talent, Chloé Gert. Voilà, ça fait des années qu'elle montre vraiment de très très belles choses. Déjà en 2017, alors qu'elle avait 20 ans, elle a été quatrième des championnats du monde à Bergen, par exemple. Voilà, cinquième des championnats du monde à 19 ans. Elle est championne du monde junior américaine aussi. Elle avait remporté les titres de championne du monde junior, les 2 titres de championne du monde junior et les 2 titres américains et de championne du monde en 2015. Donc voilà, c'est une fille, on sait qu'elle a un énorme potentiel, qui a un énorme talent. Bon voilà, il y a eu un petit ralentissement dans sa carrière. Elle peut reprendre au moins le chemin en avant, donc ça c'est vraiment bien. On poursuit avec la Movistar. Pourquoi? C'est elles qui ont déclenché les hostilités, c'est elles qui nous ont animé la course autour de Van Vleuten. Alors même si à un moment Van Vleuten a eu peur, parce qu'à un moment elle était lâchée comme Mavi Garcia, mais elle a réussi à revenir. Alors elle a été lâchée en plus pour un truc con, Van Vleuten. C'est là où on voit encore le cyclisme féminin. Il y a des filles, tu te dis qu'au niveau technique, je pense qu'il y a beaucoup de filles de ces époques-là qui n'ont pas fait école de cyclisme, et ça se voit de temps en temps sur leur manière de manier un vélo. Et du côté de Van Vleuten, elle a raté 2 bidons, elle a quasiment dû s'arrêter pour récupérer un bidon. Putain, à un moment, elle était à 20-30 mètres, je me suis dit, dans le vent, elle va souffrir. Heureusement, c'était un moment où c'était un petit peu plus calme. Elle a fait un sacré ménage au niveau du général, et je pense que ça doit aller un peu mieux au niveau des jambes. Parce que bon, pour le général, pour l'instant, Marianne Vos est en tête, mais devant Chloé Digert, ça devrait être compliqué. Rejane Marcus, Anna Anderson, c'est peut-être plus Anna Anderson qui est dangereuse. Amber Crack, ensuite on a Chabé, Neviadoma, Lippert, mais Van Vleuten elle est avec ces filles-là, donc elle est pas très loin, elle est à 10 secondes de Neviadoma et d'Elise Chabet. Et puis elle a éliminé Realini, elle a éliminé également Evita Music, Sant Esteban également. Du côté de la Jayco Alula, Persico aussi n'est plus dans le match, Elena Cecchini n'est plus dans le match, Amanda Spratt n'est plus dans le match, Marta Cavalli n'est plus dans le match, Christiane Faulkner n'est plus dans le match, Elisabeth Deignan n'est plus dans le match, par exemple Eugenia Bujac n'est plus dans le match aussi. Pour les filles qui auraient pu avoir un impact sur la course, elle a réussi à toutes les éliminer. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour elle. Kiesenhofer également, l'Autrichienne, qui elle a fini très très loin, la championne olympique. Donc toutes ces filles-là se retrouvent maintenant extrêmement loin du côté du classement général. Donc elle a éliminé des adversaires. Et c'est important parce que à part dimanche où il y a une étape qui est très compliquée, c'est vrai que le reste de la course est quand même pas hyper difficile. Il n'y a pas d'enchaînement de col, ce qui est quand même un peu aussi la force de Van Vleuten, c'est de réussir à avoir une grosse endurance et d'enchaîner les efforts. Là on n'a pas trop ça, on a quand même plutôt des montées sèches, donc c'est pas forcément à son avantage. Donc si elle veut gagner cette course, vu que le contre-la-montre par équipe n'a pas été mauvais, mais n'était pas dans les meilleurs non plus, il faut réussir à éliminer du monde. Et là elle a réussi à éliminer des bonnes concurrentes. Il faudra aussi se méfier de Juliette Labou qui est encore à 47 secondes, mais elle a fait le ménage. Et puis Demi Vollering, mais qui est à 2 secondes derrière Demi Vollering, elle a éliminé du monde. Voilà, donc c'est plutôt une bonne journée pour Annemiek van Vleuten sur la course. Et on passe tout de suite au bonnet d'âne. On commence les bonnets d'âne avec Realini. J'ai déjà dit, mais j'avais été surpris par son gabarit. C'est vrai que quand tu la vois sur un vélo, elle me fait penser à Samuel Dumoulin. C'est-à-dire qu'on voit pas la tige de selle. C'est comme s'il n'y avait pas de tige de selle. Comme Samuel Dumoulin quand il était sur un vélo. Pour ceux qui ont connu Samuel Dumoulin, notamment vainqueur d'une étape sur le Tour de France, qui faisait 1m59. C'était impressionnant surtout en début de carrière, parce que sur la fin, après, on a eu tendance à diminuer les tailles de cadres. Mais pendant très longtemps, on avait des cadres, des tailles M, par exemple, au niveau des cadres. Et lui, il avait une tige de selle, mais toute petite, comme ça. Il était vraiment, on aurait dit, assis sur le cadre, quasiment. Sam Dumoulin. Et Realini, c'est pareil. On dirait qu'elle est assise sur le cadre. Et avec un petit gabarit comme ça, vent de côté, tu vas le dingue. Avec son petit 40 kilos. Déjà, chez les garçons, quand on a des petits gabarits, c'est compliqué. Mais là, il faut quand même dire qu'elle rend quasiment 15 kilos à David Gaudu. Si on regarde en termes de poids.
Et David Gaudu, c'est un petit gabarit en cyclisme, hein. Elle rend un poids énorme. Forcément, à 40 kilos, bah, vent de côté, tu vas le dingue un petit peu dans tous les sens. Le problème, c'est, je pense que la Trek a fait une erreur, c'est de vouloir attendre Realini et de vouloir la remonter. Je pense qu'il aurait fallu que Denian ou qu'Amanda Spratt reste à l'avant de la course, qui est une fille qui sacrifie pas son classement général pour Realini, parce que c'était prévisible ce matin que Realini allait perdre du temps avec le vent. C'était prévisible avec du vent de côté, c'est un tout petit gabarit qu'elle allait être en difficulté. Donc il aurait fallu éviter que toute l'équipe soit maintenant très très loin, parce que la meilleure fille chez Trek désormais au général, je suis bien sur le classement général, Trek Segafredo, eh bien c'est Amanda Spratt, mais elle est à 3 minutes 12, donc autant vous dire que le général c'est fini. Realini est également à 3,12, et ensuite le reste de l'équipe est extrêmement loin. Et ça aurait été bien peut-être de conserver une fille, je pensais à Amanda Spratt, je pensais à Elisabeth Denian, à l'avant de la course, c'est-à-dire ne pas leur faire attendre Realini, parce qu'on savait très bien que Realini aujourd'hui elle allait être en difficulté. Elle a été lâchée assez vite, hein, après le coup de bordure, elle allait lâcher dès le premier coup de bordure, hein, à 90 km de l'arrivée. C'est dommage parce qu'il semblerait, hein, moi je ne l'ai pas vu encore une fois, à ce moment là c'était le live stat de Pro Cycling Stat qu'on ait fait attendre les filles de la Trek Segafredo, alors que là c'était une erreur parce qu'on savait que très vite, il y avait un écart qui était important. Il y avait 40 secondes, 45 secondes. Vous savez qu'avec cet écart-là, sur un coup de bordure, vous ne pouvez pas revenir. C'est voilà, un coup de bordure, une fois que vous êtes à plus de 30 secondes, c'est très compliqué de revenir. Et on a vu, hein, tous les groupes qui ont dépassé à un moment les 30 secondes ne sont pas rentrés au final et finissent très loin, parce qu'en plus, coup de bordure à 90 bornes de l'arrivée, ça fait des énormes écarts. Et alors que une fille pourrait peut-être toujours viser un top 15 dans le général. Alors que là, même le top 15, ça va pas être facile, hein, parce que Realini va falloir qu'elle tente des choses. Alors après, elle va peut-être tenter de sortir en échappée, mais elle est loin, mais pas en même temps très loin non plus. C'est-à-dire que 3 minutes 12, c'est pas non plus un écart abyssal. Donc ça va peut-être pas suffire pour avoir un bon de sortie, mais c'est dommage, voilà. Après, peut-être que Lisa Klein, une Éléonore Backstedt, elles auront des bons de sortie, vu qu'elles sont à 9 minutes désormais, donc ça leur permettra peut-être d'aller chercher une étape. Je rappelle, Eleonore Backstedt, qui est la sœur de Zoe Backstedt, sont donc les deux filles de Magnus Backstedt, vainqueur de Paris-Roubaix en 2015, petit palmarès quand même, pour le grand Suédois. Autant lui, c'était un grand gabarit. De toute façon, je pense qu'Eleonore Backstedt, c'est aussi un grand gabarit. Oui, c'est pas marqué sa taille. 21 ans, hein, Backstedt, mais qui est professionnel depuis 2020 chez Trek Segafredo. Parce que c'est une fille qui avait eu des résultats chez les jeunes. Là, ça va pas me le marquer, mais qui est professionnelle depuis ses 19 ans. Même si son année 2020, elle avait peu couru. Voilà, elle a fait 3e des championnats du monde junior du contre-la-montre, 5e de la course sur route. Je me souviens, j'avais bien vu ça. Et elle avait remporté Gand-Wevelgem également. 8e du jeu du Commonwealth en 2022. Voilà, bon, c'est une fille qui a un peu du mal à percer dans le haut niveau, alors que chez les jeunes, elle avait vraiment des super résultats à 17 ans, 18 ans. Mais elle a un peu plus de mal à percer aujourd'hui. Alors c'est dommage parce que c'est quand même une fille qui, chez les juniors, avait un gros potentiel. Mais encore une fois, le problème c'est que comme il y avait à cette époque-là pas de catégorie espoir, c'est des filles qui arrivent très vite chez les élites. Ça c'est un peu problématique parce que elles n'ont pas forcément la caisse du côté des élites, donc elles ont souvent des premières années qui sont très compliquées pour exprimer leur talent. C'est ça qui est un peu dommageable. On continue avec Evita Music. Dommage pour Evita Music parce que le début de course était plutôt bon pour Evita Music. Mais elle s'est fait avoir dans le deuxième coup de bordure qui est parti à 60 bornes de l'arrivée, hein, encore une fois. Et ça lui coûte cher parce que maintenant, en général, elle est à 2,19, donc ça fait loin quand même pour Evita Music pour faire un bon classement général. Alors je sais bien que devant elle, par exemple, une Aude Bianic, une Banque Cavas, même une Erika Vagnaldi vont pas rester dans le classement. Une Clara Copponi, une Léa Curigné vont avoir du mal à rester au classement. Mais pour Evita Music, ouais, c'est dommage parce qu'il y avait de quoi faire un bon truc. Mais bon, ça a craqué un petit peu au mauvais moment.
pour elle. Surtout que c'est dommage parce que c'est plutôt un grand gabarit, Evita Music. Je me disais, bon, avec le vent, elle allait peut-être bien s'en sortir. Surtout que c'est une fille qui est quand même un petit peu habile parce qu'elle a fait du cyclocross dans sa carrière. Mais là, elle s'est fait un petit peu avoir, elle s'est fait un petit peu manger sur l'étape. Bon, c'est dommage. On aurait préféré que ça aille beaucoup mieux pour lui, pour elle, pardon. Bon, voilà, il lui a manqué un petit truc, alors que bon, elle a fait quand même un bon début de saison, hein, troisième du Grand Prix féminin de Chambéry, la cinquième de la Flèche Wallonne. Et encore une fois, le début de course c'était vraiment bon. Hier, elle était 18e de l'étape hein, sur du plat, donc non, c'était vraiment bien, mais là, elle est passée à côté et bon, c'est encore plus frustrant parce qu'à un moment, elles étaient à 20 secondes. Avant le sprint intermédiaire, elles reviennent à 20 secondes et elles voient les filles de devant et puis elles n'ont jamais réussi à re-rentrer. Et puis ensuite, ça a craqué dans la tête dans le deuxième groupe. Et ce qui fait que ça fait des gros écarts. Puis je termine avec Persico. Je suis quasiment sûr qu'elle s'est fait avoir dans le coup de bordure. Persico, c'est la chute d'hier. Quand je dis les chutes ne sont pas anodines. Hier, elle tombe. Vraiment, elle est très amochée au niveau de la cuisse, du dessous de la cuisse. Même, elle est très râpée à cet endroit-là. Donc, je pense qu'elle a passé pas une super nuit, forcément, parce que même si on met des pansements, ça frotte. Et c'est pas super agréable dans ce genre de situation. Aujourd'hui, bah, tu vois, elle se fait avoir dans le coup de bordure. Ce qui fait qu'au général, elle est super loin chez UAE. Ouais, elle est à 2,35. Donc là aussi, hein, c'est quasiment fini. Surtout qu'en plus, pas de pot pour UAE. C'est que Bugiac est à 4,02. Et qu'il leur reste Magnaldi, Harvey, Baril. Je pense que Magnaldi, ça ne sera pas suffisant. Même si eux, ils n'ont pas fait la même erreur que Trek, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait attendre tout le monde pour Persico. Après, c'était peut-être plus facile parce que Persico n'était pas forcément dans le coup au niveau du général. Je pense que maintenant, leur meilleure chance, c'est Magnaldi. Qui est, je pense, leur meilleure chance pour le général. C'est une fille en plus qui a quand même de l'expérience. Qui s'en est bien sortie parce que là, je regardais son gabarit à Magnaldi, seulement 45 kilos. Donc il manquait pas grand chose, je pense, pour Realdini. Parce qu'en plus, ça fait 1m60, hein, donc c'est vraiment un poids plume. C'est vraiment un gabarit, comme on dit, très très élancé. Mais ouais, c'est dommage pour Persico. Et c'est pas un très bon début de saison hein, pour Sylvia Persico. C'est assez difficile hein, depuis la Flèche Brabançonne. Je trouve qu'elle est. À part la Flèche Brabançonne, quand tu regardes, l'UAE Tour a fait. Troisième du classement général, mais il n'y avait pas non plus une énorme densité. Strade Bianche 62. Trofeo Alfredo Binda, elle est 6. Tour des Flandres, elle est 4. Flèche Brabançonne, elle est première. Elle n'était pas sur Paris-Roubaix. Amstel, Flèche, 9 et 8. 42 de Liège, où elle passe complètement à côté. Et là, sur cette Vuelta, elle est en difficulté. Donc c'est dommage pour Persico parce qu'elle a un gabarit qui lui permet d'être très polyvalent. Bon, pour l'instant, ça ne veut pas. Ça veut pas pour cette fille qui est maintenant chez UAE, donc peut-être un peu plus d'attente également que l'année dernière. Alors que l'année dernière, elle avait remporté le classement par points hein, du Ceratizzi Challenge by la Vuelta. Elle avait fini 3ème des championnats du monde. Hein. Elle avait fait également 5ème du Tour de France, 7ème du Tour d'Italie. Donc sur les 3 grands tours, elle avait fait vraiment des bons résultats. Mais là, pour le moment, ça marche un peu moins bien pour Persico. Et ça, c'est un petit peu triste. On regarde tout de suite l'étape de demain. L'étape numéro 4 au programme de cette journée du jeudi 4 mai. Une étape qui va être un peu plus vallonnée hein, que sur les 3 premiers jours. On part de Cuenca pour aller à Guadalajara. C'est pas le Guadalajara du Mexique, hein, sinon on aurait un problème. Il faudrait traverser la mer, ça serait compliqué. 133 km avec une difficulté au programme au classement de la montagne, une côte de 3ème catégorie qui sera en fin de journée. Mais vous voyez, hein, la première partie de journée n'est pas toute plate non plus, notamment avec un passage au kilomètre 72 à 1 km 2 à 6,9% de moyenne. C'est même à partir du kilomètre 67 vers Alcocer hein, que la journée va devenir plus compliqué avec un passage notamment au kilomètre 94.5 qui lui n'est pas au classement de la montagne, 4 km 4 à 4,4% de moyenne. Ça sera donc à
moins de 40 km de l'arrivée, hein, on sera à 37-38 km de l'arrivée. Le sprint intermédiaire à Tandilla qui sera dans la portion descendante. Et puis, cette montée vers l'alto de Orche, 4 km à 4,6% de moyenne, 121 km 500, c'est-à-dire à 12 km 500 de l'arrivée. Ça va donc animer la course avec un premier 500 mètres à 6,6% et puis ensuite on est aux alentours de 4%, sauf les 500 derniers mètres qui sont à 5,1%. Vous allez me dire c'est plutôt roulant, sauf que vu les difficultés qu'ont eu certaines filles à grimper la côte lors de l'étape numéro 2, qui était beaucoup moins pentue que cette côte-là, ça devrait faire des écarts dans cette journée. Puis ensuite, on aura une arrivée en descente. Vous pouvez voir le dernier kilomètre qui sera en faux plat descendant, donc ça sera à prendre en compte. On pourra lancer le sprint d'assez tard s'il y a un sprint massif. Du côté des favorites, allez, je vais tenter une demi-voloring parce que je pense que sur cette journée-là, elle peut être impressionnante. Pourquoi pas Chloé Digert également. Et puis en grosse cote, on va tenter une Alba Teruel, l'espagnole de la fondation Euskadi. On verra si j'ai bon demain. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser ou vous voulez mettre en avant le cyclisme féminin également. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Vuelta demain à la même heure. Et puis il y aura également le Giro demain, les présentations des sprinteurs et des grimpeurs. Soit c'est demain, soit c'est c'est ce soir, je ne sais pas. Encore, c'est un petit peu le bordel parce qu'il y a beaucoup de vidéos à faire en très peu de temps. Voilà, tout simplement. Et ben voilà, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!